Ce podcast a été réalisé avec le soutien du service du tourisme d'affaires de Visite Wallonia. Vous écoutez Z sur 7, le podcast quotidien de Transcanal Z. Nous sommes le 8 février. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Arnaud Huard et animé par Jean-Pascal Ledoux. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, la fusion des 6 zones de police de Bruxelles poserait problème. Fusionner les zones de police ne signifie pas évidemment de rassembler tous les services en un point. Selon une étude, les voitures électriques sont plus abordables que les voitures thermiques. Mais est-ce vraiment le cas ? La manière dont vous allez consommer votre véhicule et les endroits où vous allez charger votre véhicule va avoir un impact direct. Et pour finir, nous retrouverons Hamid Faljaoui et son regard décalé sur la taxation des plus-values, mesure phare de l'Arizona. Z sur 7 à la une. L'annonce de la fusion des 6 zones de police bruxelloises en une seule entité a provoqué une levée de boucliers chez les bourgmestres. Selon Christian-Paul de Valkener, responsable du groupe d'études sur la politique de sécurité, cette évolution serait logique. On voit des problématiques récurrentes en matière de sécurité. Et donc, aujourd'hui, gérer la sécurité sur un ensemble urbain intégré comme Bruxelles, vous passez d'une commune à l'autre sans vous rendre compte que vous passez d'une commune à l'autre, ne me paraît plus, en tout cas, une formule qui garantit, en tout cas, une sécurité de qualité à un coût qui est un coût raisonnable, quelque part. Une fusion impliquerait une centralisation de l'administration et de la logistique avec à la clé des économies d'échelle significatives. Cependant, une des principales craintes des opposants à cette fusion, c'est qu'elle se fasse au détriment de la police de proximité. Christian-Paul de Valkener, coprésident du GEPS. Fusionner les zones de police ne signifie pas évidemment de rassembler tous les services en un point. C'est évidemment, bien entendu, il faut déconcentrer, donc il faut conserver la déconcentration actuelle. Mais peut-être que grâce à ces économies d'échelle, on va pouvoir peut-être aller encore plus loin dans la déconcentration, peut-être aussi d'augmenter la police de proximité. Et pour faire passer la pilule, l'Arizona annonce une réforme du financement des zones de police locales. Mais le refinancement reste limité, 70 millions pour les 2 prochaines années. Christian-Paul de Valkener nous en parle. Ce n'est pas grand-chose, parce que c'est l'ensemble des services de police, qu'ils soient locaux ou fédéraux, ça représente 40 000 personnes. Et donc, 70 millions tous les 2 ans, ça veut dire 35 millions par an. 35 millions, ça veut dire engager plus ou moins, je dirais, de l'ordre de 350, 400, 500 personnes annuellement. Sur un effectif total de 40 000 personnes, c'est relativement peu. Ce que les bourgmestres semblent redouter le plus, c'est que cette fusion conduise à terme à une réduction de l'autonomie communale ou à une fusion des communes elles-mêmes. Dans l'état actuel des choses, il faudra modifier la loi sur la police intégrée pour la rendre obligatoire. Z sur 7 à la une. Le Cyber Range du nouveau centre de cybersécurité d'Idelux à Redus permet de virtualiser le monde réel de façon à ce que l'on puisse s'entraîner contre des cyberattaques. Par exemple, un ransomware qui paralyserait les serveurs de la rédaction de Roularta. Alex Leguet, expert en cybersécurité, nous explique ce qu'est un Cyber Range. Eh bien, dans le Cyber Range, on peut faire ça. On peut reproduire votre télévision, on peut virtualiser toute votre infrastructure et on peut entraîner directement vos employés sans impacter les infrastructures de base. Donc on acquiert des compétences, mais on n'endommage pas le lieu et l'infrastructure de travail. Thales et Nexova sont les 2 partenaires technologiques du nouveau centre et le financement vient de la région wallonne. Un objectif commun avec ce projet, offrir des formations à la cybersécurité au plus grand nombre. Georges Cotin, conseiller général Idelux. Public, privé, toutes les institutions et les entreprises sont les bienvenues. Vous devez savoir que ces 2 installations ont été entièrement financées par la région wallonne dans le plan de relance à concurrence de 10 millions d'euros et que l'accès à ces installations est dès lors gratuit. Logée à côté du centre de cybersécurité de l'ESA, la nouvelle infrastructure place la Wallonie au cœur de la cybervallée, un vaste maillage européen de défense contre les attaques cyber.
Alex Leguet, expert en cybersécurité. La Wallonie et la Belgique est vraiment au cœur de tout ça. On est parmi les premiers à avoir un laboratoire quantique. On est dans tous les projets quantiques de pointe. On est dans tous les projets CyberRange de pointe. Donc on a, je pense, rattrapé notre retard en cybersécurité. On a dépassé beaucoup de monde. En activité depuis cet automne, le centre devrait accueillir les premières formations dans les prochaines semaines. Z sur 7 à la une. Les coûts d'utilisation mensuels d'une voiture électrique seraient aujourd'hui plus abordables que ceux d'une voiture thermique. C'est la conclusion du responsable de l'Observatoire Mobilité du spécialiste du leasing Arval. Un constat partagé par Annelise de Welter, responsable mobilité de l'Institut Vias. Sur base d'une étude qu'on a faite, qui date aujourd'hui déjà de 2022, mais qui était une des études précurseuses sur le sujet, on constate que déjà à l'époque, il y avait un avantage financier à rouler à l'électrique. Maintenant, c'est une moyenne sur plusieurs segments. On sait qu'il y a une discrépance assez grande entre les petites électriques qu'on compare avec les petites voitures thermiques, vs les grandes berlines ou les SUV plutôt électriques. Pourtant, après une simulation faite auprès d'un assureur, l'électrique ne permet pas de réaliser de grandes économies. En ce qui concerne l'entretien, la plupart des centres ne réalisent pas encore ce type d'entretien et renvoient donc vers le concessionnaire où les coûts sont nettement plus élevés. Au final, c'est au niveau de la recharge que les prix semblent flamber. Annelise de Welter nous explique. La manière dont vous allez consommer votre véhicule et les endroits où vous allez charger votre véhicule va avoir un impact direct sur votre coût. Le problème, c'est que l'autonomie réelle des batteries ne laisse pas souvent beaucoup de flexibilité en termes de choix de recharge. Plus étonnant encore, certains prix facturés ne correspondent pas au prix affiché. Annelise de Welter, responsable mobilité chez Vias. Je pense que c'est un élément important et vraiment crucial pour le consommateur, c'est d'avoir une plus grande transparence par rapport à ces prix de l'énergie, comme on l'a quand on va à une pompe à essence, on voit effectivement le prix affiché en grand, en long, en large. Il y a un rôle clé notamment des entreprises, mais il y a aussi un rôle clé des autorités publiques pour pouvoir faire en sorte que l'ensemble des informations soient facilement disponibles. Cette différence de prix peut rapidement faire exploser les coûts de déplacement de nombreuses entreprises, surtout celles qui font appel à des commerciaux qui avalent des centaines de kilomètres par jour. Z sur 7, le regard d'Hamid. Hamid Faljaoui, rédacteur en chef de Trends Tendance, décrypte le fait économique de la semaine. La taxation des plus-values est une des mesures phares de l'Arizona. Pour certains, on ne peut plus taxer le travail, il faut s'attaquer au capital. Cependant, pour d'autres, c'est une très mauvaise idée. Tout d'abord, Hamid Faljaoui, qu'en pensez-vous ? Alors, effectivement, je comprends les deux aspects. Là, il fallait effectivement donner un trophée à Voorhout, donc au Parti socialiste flamand, qui doit quand même revenir vers ses troupes en disant qu'ils ont obtenu quelque chose, donc je peux comprendre. Après, vous y avez fait allusion, c'est vrai que l'impôt des personnes physiques est très élevé en Belgique, et donc à un moment donné, il faut rééquilibrer. Mais justement, c'est l'une des raisons, j'en parlais avec l'un ou l'autre fiscaliste, en préparant donc ce rendez-vous, et qui me disait, effectivement, s'il n'y a pas de taxation sur les plus-values en Belgique, c'est parce que nous sommes les champions du monde de la taxation à l'impôt des personnes physiques. Mais même si vous versez des dividendes, il y a non seulement l'impôt des sociétés qui est passé auparavant, mais vous avez en plus le précompte immobilier de 30%, ce qui veut dire qu'on frôle les 50%. Et donc, effectivement, il y a d'autres pays, et la plupart des autres pays n'ont pas, ont une taxation sur les plus-values, et nous pas. On était un peu l'île un petit peu tout à fait séparée du reste du monde, mais ils n'ont pas la même taxation que nous, pas la même pression fiscale. Nous, c'est un véritable enfer fiscal. Et donc se pose la question, qu'est-ce qu'il nous reste ? Parce que si on regarde la main-d'œuvre, elle est assez chère en Belgique, et en plus l'indexation automatique n'arrange pas les choses. Et si on regarde l'énergie, on le voit bien, l'industrie qui se plaint tout le temps, que ce soit en Flandre ou en Wallonie, en disant qu'on a des coûts plus élevés que d'ailleurs tous les pays avoisinants. Ensuite, est-ce que cette mesure va être autant productive qu'annoncée ? Alors ça, on en sait a priori oui, parce qu'ils ont mis des chiffres, des tableaux budgétaires qui essayent de prouver que ça va être le cas. Maintenant, c'est peut-être pas certain, parce que certaines personnes peuvent être dégoûtées, se dire que finalement, à force de taxer le capital à risque, je vais aller plutôt vers, je dirais, des placements plus sûrs, alors peut-être un peu moins rentables, mais qui seront un peu plus certains. C'est ce qu'on appelle en économie l'effet d'éviction, qui est dangereux et qu'on a connu d'ailleurs avec
le bon détaille le terme, où il y a une épargne abondante en Belgique et 22 milliards sont sortis des comptes bancaires, tout simplement parce qu'on a proposé un taux qui en plus était en partie défiscalisé. Et donc cet effet d'éviction, c'est pas l'idéal pour la Belgique. On a besoin justement de capital à risque. Et on le voit aussi par exemple à la bourse de Bruxelles. Ça fait 2 ans qu'il n'y a pas eu d'introduction en bourse. Or, on a besoin de cet argent, de ce capital à risque, ou plutôt que cette épargne soit fléchée vers du capital à risque et non pas sur des obligations ou des comptes ou des livrets d'épargne. Pour finir, selon vous, la mise en œuvre de cette taxe n'est pas gagnée. Ça, il suffit d'en parler avec les experts qui défilent ici tous les soirs et qui parlent de bourse et qui travaillent dans le secteur bancaire. Ça va être très très compliqué, ça va être un cauchemar administratif pour le contribuable, mais aussi et surtout pour les organismes financiers qui doivent régler ça. Sans doute qu'ils vont devoir adapter d'ailleurs leur logiciel informatique pour ça, mais on prend simplement un exemple qui a été donné par le professeur Coleman. Si j'achète une action A, peu importe, je l'achète à 10, puis quelques jours ou quelques semaines après, je l'achète à 8, et puis quelques jours, toujours la même action, je la vends à 12, je l'achète à 12, donc j'en ai acheté 3, toujours la même action mais à des prix différents, et puis que je la revends à un autre prix, ça peut être une plus-value ou une moins-value, ça dépend du prix d'achat de départ que j'ai pris. Est-ce qu'on va prendre une moyenne des 3 achats? Je n'en sais trop rien. Quid s'il y a des comptes titres qui sont en devises étrangères? Est-ce que quand on va convertir pour la parité, est-ce qu'on va prendre le jour de la transaction, c'est-à-dire le jour où j'ai acheté telle ou telle action, tel ou tel produit, ou est-ce que ce sera celui de la fin d'année? Quid aussi si j'ai des portefeuilles titres qui sont en général dans plusieurs banques, il va falloir les consolider, comment va-t-on faire, etc. Ça pose beaucoup de questions. Et alors aussi une question qu'a soulevé justement aussi Bruno Coleman, c'est que dans le code des impôts, il y a toujours cette taxation de 33%. C'est-à-dire, en fait, si vous achetez et vendez des actions de temps en temps, pas de problème, effectivement, vous ne payez rien, et maintenant vous allez payer vos 10% passer un certain seuil. Mais par contre, si on découvre que vous êtes un frénétique ou une frénétique de l'achat et de la vente de choses, on pourrait considérer que vous n'êtes plus en gestion de bon père de famille, et donc là, ce serait 33%, voire même 50%. Donc il y a plus de questions que de réponses. On verra ce que dira le gouvernement, s'il va préciser toutes ces choses dans les semaines qui viennent. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, expert boursier. Nous sommes déjà aux 4 dernières minutes de cet épisode et pour aujourd'hui, c'est Nicolas Deltour de chez Belfius qui vient nous parler des chiffres de l'emploi aux États-Unis publiés ce vendredi. Des chiffres particulièrement scrutés par les économistes et qui se révèlent moins bons que prévu. Oui, ce sont des chiffres qui d'ailleurs sont sous les attentes. 143 000 créations d'emplois en janvier aux États-Unis contre une attente d'à peu près 170 000 selon le consensus des économistes. Ce sont des chiffres par contre, qui sont prendre avec des pincettes, avec du recul, car plusieurs facteurs ponctuels ont pu perturber les résultats. C'est particulièrement vrai en janvier, vous avez des effets saisonniers, puis vous avez aussi des révisions annuelles de statistiques démographiques notamment. Et puis cette année, on a eu aux États-Unis la météo, avec des incendies et les fameuses tempêtes de neige qui ont donné un coup de mou à l'activité économique et donc à certaines créations d'emplois aux États-Unis en ce début d'année. Les stratégistes et les économistes ont scruté minutieusement ces chiffres car ils sont importants, surtout en cette période de l'année. Explication avec Nicolas Deltour. Eh bien parce que lien direct avec l'inflation et donc avec les taux de la Banque centrale américaine. Souvenez-vous, après la pandémie, pendant que le principal facteur d'inflation en Europe, quand on avait cette inflation à 2 chiffres, c'était notamment les prix du gaz, eh bien aux États-Unis, c'était les tensions sur le marché de l'emploi. Donc un risque de tension sur le marché de l'emploi, c'est surveillé comme le lait sur le feu, évidemment par la Banque centrale américaine, la Fed, et donc par effet de ricochet par les marchés. Vous vous souvenez d'ailleurs peut-être que ces dernières semaines, la Fed a marqué une pause dans la baisse de ses taux directeurs, contrairement à son équivalente européenne. Donc cette Federal Reserve, elle affine plus ou moins son tempo au gré des risques de retour d'inflation. Or, en Amérique, c'est une économie qui tourne à plein régime, c'est une économie à plein emploi. On est à ce qu'on appelle un niveau de chômage minimum de l'ordre de 4%, un niveau considéré comme relativement incompressible par la littérature économique. Donc on est sur la limite, on est sur la brèche, et on peut basculer à tout instant, d'où cette attention particulière pour le marché de l'emploi. Maintenant les données connues, Nicolas Deltour nous explique à quoi nous attendre au niveau de la Réserve fédérale américaine.
Alors, il semble tout d'abord que les traders sur les taux d'intérêt continuent à parier sur au moins une baisse de taux de la Federal Reserve cette année. Mais au risque de vous décevoir quand même, à ce stade, tout le monde ou presque s'accorde à dire que c'est vraiment très difficile à évaluer. D'autant que pendant ce temps-là, et ça c'est typiquement américain, les créations d'emplois sont inférieures aux attentes et pourtant le chômage a quand même baissé. Mais compte tenu des facteurs perturbateurs que j'ai évoqués tout à l'heure en ce début d'année, c'est difficile d'analyser le chiffre brut, d'en tirer des conclusions. Heureusement, on a le temps de voir venir. La Federal Reserve se réunira seulement à la mi-mars. On aura entre-temps des chiffres de février moins sensibles à ces événements perturbateurs et donc on pourra avoir une meilleure vision. C'est tout pour aujourd'hui, vous pouvez regarder les Z-News de ce soir. Et Jean-Pascal, à quoi peut-on s'attendre dans le podcast de demain ? Demain, nous aurons un nouvel épisode avec l'invité du Trends Talk. Olivier Mouton reçoit Laurence Mathieu, la CEO de NRB, le plus important groupe ICT en Belgique, pour parler entre autres de digitalisation de la Wallonie. Restez à l'écoute. La Wallonie est la destination idéale pour vos événements professionnels. Infrastructures de qualité, cadres inspirants et services personnalisés, séminaires, conférences ou congrès, mais également des idées pour vos team building. Profitez d'un environnement accessible, moderne et naturel. Rendez-vous sur visitewallonia.be.